Je vais être très bref, contrairement à mon habitude. Mon seul propos est de vous dire le plaisir que nous avons. Je parle au nom de l'équipe. Vous m'entendez toujours pas? Si. Au nom de l'équipe du festival, d'accueillir ce débat. Tous sont admirables, mais celui-ci en particulier suscite notre attention. Je suis très heureux d'accueillir le ministre Clément Beaune et de donner la parole à ceux qui ont organisé sur cette immense question. Tout à l'heure, en marchant, je passais devant le monument aux morts, des morts de Blois en 1914-1918. C'est tellement impressionnant que je me disais que décidément, en dépit des chaos et des traverses, tout ce que nous pourrons faire pour construire l'Europe sera d'un prix sans pareil. Je ne dirais pas davantage. Et je me hâte de passer ce micro qui fonctionne désormais, tout en vous saluant chaleureusement, aux organisateurs de cette rencontre. Et avant, dire un mot à Jean-Marie Génard, qui était à l'initiative de la chose. Merci Jean-Noël. En effet, bien qu'étant aussi dans l'équipe des Rendez-vous d'Histoire, je suis aussi président d'une association d'Européens qui ont la foi européenne cheville au corps, Europe Ensemble. Et c'est vrai que nous avons eu à cœur de contribuer, en partenariat avec le festival, à organiser cette table ronde. Et donc, Europe Ensemble, vous avez peut-être vu le petit flyer, organise plusieurs rendez-vous avec l'Europe pendant ces rendez-vous d'histoire. L'histoire européenne, c'est quelque chose qui est essentiel, fondamental à partager. Merci de votre attention. Et à vous, Jean-Christophe Ploquin, merci aussi d'avoir accepté pour la Croix, qui est un grand partenaire, comme Le Monde, avec Sylvie Kaufmann, deux partenaires qui sont à la même table. C'est très agréable pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, de votre présence nombreuse à cette table ronde consacrée à l'Union européenne, à la présidence française de l'Union européenne. Je présenterai très rapidement nos quatre invités. D'abord, peut-être commencer par un petit élément d'explication sur justement c'est quoi une présidence française de l'Union européenne. Donc très rapidement, on peut dire qu'aux commandes de l'Union européenne, dans les fonctions exécutives et législatives, vous avez le Conseil européen, donc c'est la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, très médiatisée. C'est là que sont prises les grandes orientations de l'Union européenne et c'est là qu'il y a les grands arbitrages. Est-ce qu'on garde la Grèce dans la zone euro ou dans l'Union européenne? Ça se passe au sommet européen entre François Hollande et Angela Merkel à l'époque. Il y a la Commission européenne qu'on connaît bien aussi, qui est l'organe exécutif, qui a aussi un droit d'initiative, donc et puis qui a un corps de fonctionnaires très important. Il y a le Parlement européen, pour lequel nous avons été presque la moitié lors des récentes élections européennes à aller voter. Donc voilà, qui est le représentant des peuples et qui a un rôle législatif très important. Et puis, il y a ce qu'on appelle, moins connu, le Conseil de l'Union européenne, qui est le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est aussi, c'est un peu comme le Sénat des États-Unis, c'est-à-dire c'est dans ce Conseil des ministres, c'est un pays, une voix, et c'est un conseil qui se réunit sous différentes formations, les finances, l'agriculture, la santé, l'intérieur, et voilà, c'est un conseil qui est à la fois un rôle de législation, il fait les lois avec le Parlement européen, et puis aussi il décide et il transmet évidemment les instructions de gouvernement des États concernés. Et donc la présidence française de l'Union européenne, c'est la présidence de ce Conseil des ministres, de ce Conseil de l'Union européenne. Et donc pendant 6 mois, à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2022, c'est la présidence qui va avoir française, qui va avoir ce rôle d'impulsion dans les différents conseils des ministres pour fixer des grandes orientations ou prendre des décisions. Voilà, donc pour présenter cette présidence qui est toujours un événement politique, diplomatique extrêmement important pour le pays qui assume la présidence, et c'est particulièrement vrai quand c'est un grand pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Espagne. Eh bien voilà, donc quatre participants autour de cette table. Clément Beaune, vous êtes donc secrétaire d'État aux Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je crois que vous étiez en Slovénie il y a 3 jours et vous serez en Hongrie dans quelques jours également. Voilà, vous êtes, pour vous présenter en quelques secondes, en gros, vous avez été un conseiller, vous êtes sans doute encore toujours un conseiller très proche d'Emmanuel Macron. Vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron quand il était ministre des Finances à Bercy. Vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron lors de sa campagne pour la présidentielle. Vous étiez le conseiller Europe. Ensuite, quand le président a été élu, eh bien, vous étiez conseiller Europe à l'Élysée.
pendant 3 ans. Et donc, depuis juillet 2020, vous êtes à ce poste de secrétaire d'État aux affaires européennes. Sylvie Berman, qui est à côté de moi, donc diplomate, qui a aussi, en tant que diplomate, eu une expérience de l'Union européenne, et peut-être qu'elle en dira 2 mots tout à l'heure. Elle a participé, je dirais, au premier pas de l'Europe de la défense dans une institution dont je ne donnerai pas l'acronyme parce que tout de suite on va être perdu, mais en tout cas, voilà, vous étiez à Bruxelles au moment de la création de ce qu'on appelle le COPS. Bon, voilà, je l'ai dit, c'est le COPS. Et puis sinon, vous avez été aussi ambassadrice donc en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Vous avez fait la passe des 3 en 10 ans, voilà, des très très grands postes, très prestigieux. Vous êtes aujourd'hui toujours impliqué dans les affaires internationales, notamment dans ce qu'on appelle le groupe de Minsk, qui est un groupe qui essaye de faire parler ensemble les Russes et les Ukrainiens au sujet de l'affaire du Donbass. Et puis vous êtes aussi président du conseil d'administration de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale. Donc vous pourrez notamment nous parler des enjeux de défense. Sylvie Kaufmann, chère consoeur, voilà, vous êtes journaliste et voilà, vous avez une connaissance remarquable des affaires du monde, et donc vous avez travaillé à l'AFP, vous avez été en poste à Londres, à Varsovie, à Moscou, et puis en 1988, si je ne m'abuse, vous êtes entré au Monde et vous avez travaillé sur l'Europe de l'Est, les États-Unis. Vous étiez en poste à Washington et à New York, et aussi sur l'Asie du Sud-Est. Vous êtes directrice éditoriale aujourd'hui au Monde. Et voilà, on est quelques-uns à ne pas rater vos chroniques du journal daté mercredi, si je ne m'abuse, qui paraît le mardi soir ou le jeudi. Bon, je perds toujours un petit peu. Voilà, et vous participez, puisque France Culture est un des partenaires des Rendez-vous de l'Histoire aussi, vous participez très fréquemment à l'Esprit Public, émission qui est diffusée le dimanche. Pierre-Yves Monjal, vous êtes universitaire, professeur de droit public et spécialisé sur le droit de l'Union européenne à l'université de Tours. Et votre expertise juridique vous a conduit à effectuer des missions de conseil à la Cour de justice européenne, à Bercy, enfin au ministère des Finances, et à la Commission européenne. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, ça permet de présenter tous les intervenants, et je cède tout de suite la parole à Clément Beaune pour nous donner, voilà, on suit bien l'intitulé, quelles sont les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de revenir à Blois, même si nous avons encore dans la salle des masques, parce que la situation n'est pas tout à fait parfaite. Par rapport à l'an dernier, nous avons fait un grand pas en avant, notre capacité à être nombreux à pouvoir discuter. Donc, très heureux de revenir dans de meilleures conditions et de pouvoir avoir cette discussion sur un sujet effectivement important, parfois difficile peut-être en effet à expliquer ou à décrypter. J'y reviendrai dans une seconde, celui de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui commence dans moins de 100 jours. Donc la dernière ligne droite, le dernier sprint a commencé pour préparer tout cela. Alors peut-être justement un petit mot que compléteront mes voisins de table sur ce qu'est cette présidence. Le président Sarkozy disait souvent « présider l'Europe », je suis président de l'Europe. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on est un peu plus précis, on dit parfois « présider l'Union européenne », on se rapproche un peu de la vérité. Mais vous avez raison, ce n'est pas exactement cela non plus, c'est présider une des institutions de l'Union européenne. Alors ça peut paraître un peu frustrant dans ce schéma baroque qui est celui de l'Union, qui a effectivement un fonctionnement un peu ad hoc, quand on dit de manière chic, quand j'apprenais les affaires européennes, sui generis, pour dire que ça ne ressemble à pas grand-chose d'autre et que c'est assez compliqué. Mais qu'est-ce que le Conseil de l'Union européenne ? Vous l'avez dit, c'est en quelque sorte un des éléments du pouvoir législatif dans l'Union européenne. Il y a, si on essaye de transposer le schéma d'un État qu'on connaît mieux, vous avez un pouvoir exécutif qui est la Commission européenne, qui a le monopole, et c'est très important, de l'initiative des textes législatifs, de tout ce qui va devenir une directive, un règlement européen et ensuite une règle nationale. Et personne d'autre ne peut prendre cette initiative. Donc on ne peut pas, pour être très clair, mettre nous-mêmes sur la table, on aimerait bien parfois, on peut le souffler, mais on ne peut pas mettre sur la table un texte en disant on veut telle réforme, tel sujet, sur l'environnement, sur la défense ou d'autres choses. On peut prendre plein d'initiatives, on va y revenir, mais pas exactement comme cela. Et puis vous avez deux chambres du Parlement au niveau de l'Europe, qui sont le Parlement européen lui-même, pour lequel on est fait un peu plus la dernière fois que d'habitude. Et tant mieux, nous votons directement,
peu près les mêmes jours, puisque c'est sur quelques jours dans tous les pays de l'Union. Et puis, le Conseil, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas le grand chef de tout, mais le lieu où se retrouvent les États membres sur une logique de représentation de chaque État, représentation géographique. Alors, je me permets une petite nuance, ce n'est pas tout à fait un État, une voix, parce qu'il y a un poids qui est lié à la démographie pour chaque pays. Donc, en gros, l'Allemagne et la France sont les deux pays qui ont le plus de votes dans ce Conseil. Et donc, c'est ça qu'on va présider. Il y a une présidence qui est tournante tous les semestres. Et ce sera la 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne. La première depuis 14 ans, puisque la dernière a eu lieu sous le président Sarkozy en 2008, et la prochaine, sauf Brexit ou exit de tel ou tel, je ne le souhaite pas, ou adhésion, pas tout à fait évident non plus d'ici là, la prochaine sera en 2035. Tout ça pour dire que c'est une chance qu'il faut saisir, parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir ces manettes-là, même si elles ne sont pas des manettes de tout l'avion, elles nous donnent quand même une certaine force. Alors là, vous faites monter le suspense. Là, oui, je sens que vous allez bientôt nous dire quelles sont les priorités de cette présidence. Non, alors j'y viens tout de suite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les priorités d'une présidence, c'est l'occasion de faire avancer évidemment des dossiers qui tiennent à cœur à un pays, qui tiennent à cœur en l'occurrence à la France. Mais si vous voulez être efficace pendant un semestre, faire voter vos petits camarades sur tel ou tel texte, pousser le Parlement européen à voter lui-même, voire pousser la Commission à mettre de nouvelles initiatives sur la table, ça se prépare très longtemps à l'avance. Je dis souvent dans une formule pas tout à fait vraie, mais pas tout à fait fausse, que la présidence française a commencé en septembre 2017 avec le discours de la Sorbonne, puisque c'est là que nous avons mis des propositions concrètes sur la table, sur l'Europe sociale, sur le climat, sur la régulation des grandes entreprises numériques, sur la défense, etc. Certaines ont progressé et certaines se sont transformées en propositions législatives qu'on va négocier, j'espère faire aboutir sous présidence française. Alors il y a 3 sujets, il y en a beaucoup en réalité, mais je ne veux pas être trop long et essayer de dégager quelques priorités politiques. Il y a 3 sujets sur lesquels on essaye d'avoir des résultats sous présidence française, c'est-à-dire un accord législatif en particulier. C'est sur le climat, sur le volet social et sur la régulation numérique. Et ces 3 sujets sont évidemment cohérents, je l'espère, parce qu'il s'agit d'essayer de renforcer un modèle social européen auquel nous tenons et qui essaie de trouver la bonne régulation sur ces nouveaux enjeux ou grands enjeux mondiaux. Pour être très rapide et illustré, parce que l'idée c'est de vous donner quelques éléments plus tangibles. Sur le volet social, par exemple, on a beaucoup parlé d'Europe sociale à répétition, sans que ce soit toujours très incarné ou très concret. Là, il y a une réforme que j'espère nous pourrons faire aboutir, c'est celle du salaire minimum européen. Ça n'est pas encore complètement le grand soir, mais c'est l'idée qu'il y aura une obligation d'avoir dans tous les pays de l'Union européenne, je crois que 6 n'en ont pas encore, un salaire minimum et un salaire minimum décent, c'est-à-dire qu'il soit un certain pourcentage du revenu moyen, pour que dans tous les pays de l'Union européenne, on essaie d'élever les salaires. Ça n'aura pas un gros impact sur les pays qui ont aujourd'hui des systèmes de protection assez avancés, comme la France ou comme les pays du nord de l'Europe, Suède, Danemark ou Allemagne. Mais pour des pays qui font beaucoup de dumping social, et c'est ça le but, je ne veux pas toujours taper sur les mêmes, mais Hongrie, Pologne, Roumanie, etc., ce sera évidemment une avancée pour lutter contre une concurrence qu'on estime déloyale ou excessive. Sur le climat, c'est à peu près la même approche, avec l'idée que là, il y a un modèle européen qui est très ambitieux dans le monde. On a sans doute, même certainement aujourd'hui en Europe, les règles climatiques les plus ambitieuses. Je rappelle qu'on est le premier continent du monde à avoir décidé l'objectif d'être neutre en carbone en 2050 et que maintenant il faut le traduire en texte concret. Je n'égrènerai pas toutes les législations qui sont en cours de discussion, que nous aurons à faire avancer. Mais il y a un point qui me semble très important parce qu'il peut aussi être très concret et je crois très utile et un vrai changement. C'est ce qu'on appelle parfois taxe carbone aux frontières de l'Europe. Alors, ce n'est pas la taxe carbone qui a fait couler tant d'encre et de débats, mais c'est l'idée que quand vous êtes un exportateur chinois, américain ou brésilien ou autre, et que vous vendez sur le marché européen, vous pouvez le faire, très bien, et vous devez respecter les mêmes exigences, le même prix du carbone à la fin qu'un sidérurgiste français, un constructeur automobile allemand ou autre. Que nous, on s'impose des règles, et c'est normal pour réduire nos émissions, et on ne peut pas demander en même temps aux salariés allemands, aux industriels français, espagnols ou autres, d'avoir des règles sans que les autres, sur le même marché, répondent aux mêmes exigences. Pour être très clair, et la force de ce système, c'est que s'il fonctionne sur le climat, nous pourrions l'étendre à des règles sociales, fiscales, alimentaires et d'autres standards. Puis un troisième point, pour être très rapide, c'est la régulation du monde numérique.
voyez les débats qu'il y a en cours aujourd'hui au niveau international, beaucoup poussés par l'Europe aussi, sur une taxation juste des fameuses GAFA, des grandes entreprises, pas seulement du numérique, mais principalement du numérique. L'idée est d'avoir là aussi au niveau européen, à l'échelle du marché européen, parce que c'est comme ça qu'on peut être, je crois, fort et efficace, d'avoir des règles notamment de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans un monde où Google nous dit « moi, vous ne savez, je ne suis qu'un modeste intermédiaire et donc, il y a des gens qui mettent des contenus, moi, je les mets à disposition du grand public et je gagne quelques milliards au passage, mais je ne fais rien. » Bon, je ne cible pas seulement Google, c'est le cas de toutes les grandes entreprises numériques. On vivait dans un monde où on croyait que c'était la neutralité pour ces grands moteurs de recherche ou ces grandes plateformes qui s'imposaient. On voit bien aujourd'hui qu'ils doivent avoir une responsabilité pour les produits qui sont vendus, pour les contenus qui sont diffusés. Et donc, pour faire vite, les règles européennes qu'on discute aujourd'hui, ce sont des règles de responsabilité de ces grandes entreprises. Je prends ces 3 exemples, je crois qu'ils illustrent assez bien ce qu'on essaye de faire, pas seulement la France, mais beaucoup la France, au niveau européen, pour avoir cette juste régulation des grandes transformations climatiques, numériques, et pour la protection sociale qui va avec, qui sont en cours aujourd'hui. Voilà, pour essayer de planter le décor de manière... Merci de votre concision et effectivement d'avoir souligné ces 3 priorités, climat, social, numérique, et en donnant des exemples très concrets de ce qui pourrait être amené à bouger au sein de l'Union européenne. Je me tourne vers vous, Sylvie Berman. Donc j'ai souligné que sur les questions de défense, vous aviez beaucoup travaillé, et il se trouve, Clément Beaune n'en a pas parlé, mais en tout cas, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'il y aurait un sommet européen sur la défense, et on sait que c'est un sujet sur lequel la France aussi a une capacité d'entraînement importante au sein de l'Union européenne. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment cet enjeu va pouvoir être traité au sein de l'Union européenne dans les prochains mois ? Oui, si on reprend le slogan qui est relance, puissance et résilience, je crois, la puissance est évidemment importante. Alors c'est un terme qui a fait peur à beaucoup de nos partenaires pendant très longtemps, en particulier aux Britanniques à l'époque, même si la défense européenne s'est construite sur un accord franco-britannique à Saint-Malo en 1998. Et ensuite, à partir de 2002, la défense européenne s'est construite dans le cadre du COPS, le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, avec la mise en place d'un certain nombre d'outils, avec un comité militaire, avec aussi des opérations. Moi, j'étais passée 2 ans de 2002 à 2005. 15 opérations ont été mises en place, dont la première opération autonome de l'Union européenne, qui était en RDC, en Ituri, au Congo, absolument, pour éviter des massacres, qui a été tellement réussi que, en fait, les Nations Unies, par la suite, ont demandé à l'Union européenne de répéter cette opération. Mais le problème, bon, il y a eu des outils, les groupements tactiques et autres, mais je vais passer rapidement là-dessus. La difficulté, c'est que nos partenaires nous ont toujours soupçonnés, en réalité, de vouloir couper les liens avec l'OTAN, tradition gaullienne, et avec les États-Unis. Et on a beaucoup de mal à les convaincre que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Bien évidemment, il y a la défense collective, l'article 5 dans le cadre de l'OTAN, et si les Américains sont prêts à participer, ils ont effectivement des moyens supérieurs, parce qu'en réalité, les moyens de l'OTAN, il y en a peu, sur seulement les moyens de surveillance aérienne, mais c'est très bien. Sauf qu'on voulait prévoir des situations où les Américains ne seraient pas intéressés. Mais on n'a pas réussi à convaincre totalement nos partenaires, même s'il y a eu des progrès, et même si les Anglais, je disais toujours, étaient pratiquants mais non croyants. Et à l'inverse des Allemands qui étaient croyants mais non pratiquants. Parce que finalement, c'est les Anglais qui ont dirigé l'opération de lutte contre la piraterie au large de la Somalie, l'opération Atalanta, et qui est une réussite complète. Bon, ils ont choisi une autre voie. C'est dommage pour nous et c'est dommage pour eux. Mais aujourd'hui, il y a eu donc le discours de la Sorbonne, il y a eu des initiatives qui ont été annoncées par la France, un fonds de défense, et qui est très important, puisque l'année prochaine, il y aura, je crois, 1,2 milliard.
Et l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir une base industrielle de la défense qui manque cruellement aux Européens. Et on avait eu du mal avant avec une agence embryonnaire de défense, mais qui avait peu de moyens. Bon, il y a une initiative européenne, je ne me souviens jamais du nom, mais qui n'est pas totalement européenne. Et par ailleurs, le président de la République donc, a lancé cette idée d'une boussole stratégique. La boussole stratégique, en réalité, il y avait déjà eu des livres blancs et des documents sur la sécurité, c'est d'avoir une vision commune de la menace et donc une capacité d'analyse en commun, une capacité de réaction en commun et d'action. Donc, c'est l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Alors, pourquoi les choses ont progressé? Effectivement, non seulement Ursula von der Leyen va organiser ce sommet, mais dès qu'elle a pris ses fonctions, elle a annoncé une commission géopolitique. Or, c'est intéressant parce que c'est la commission qui n'était pas favorable au départ, c'est également une Allemande. Donc, je pense que c'est très important. Si on écoute Josep Borrell, il tient les mêmes propos. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, enfin le haut représentant à la politique étrangère. De cette précision. Et je pense qu'il y a quand même une maturation des esprits grâce à Trump, très largement. On se disait que peut-être Biden allait rassurer, ce qu'il a fait dans un premier temps lors du G7 au Pays de Galles, mais très vite, le naturel revient au galop. Et donc, on a vu ce départ d'Afghanistan complètement décidé par les Américains, alors qu'ils avaient entraîné les Européens et qu'on s'est retrouvés totalement impuissants. On a été obligés de suivre. Certains, y compris ce qui était intéressant, les Anglais étaient les plus en colère. Et puis, on a eu le deal, l'accord sur les sous-marins qui, effectivement, est une forme de trahison d'un allié. Donc, on mesure, même si c'était une affaire française, je crois que les Européens ont bien compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire que les Américains suivent leur intérêt et exclusivement leur intérêt. Les alliés les intéressent quand ils veulent mener une croisade contre la Chine, par exemple, mais ils ne les prennent pas en considération, ils n'y pensent même pas. Et si on regarde ce qui s'est passé, Biden était très étonné, Blinken aussi, de la réaction française. Alors ça a eu un mérite quand même, c'est qu'il y a un communiqué commun qui est très intéressant, qui reconnaît l'intérêt de la défense européenne par les Américains pour l'Alliance Atlantique. Et donc, ça devrait nous aider auprès de nos partenaires. Mais ça va prendre encore du temps parce qu'ils sont très attachés à leur nanny américaine. On peut peut-être prendre l'image d'une porte qui est en train de s'entrouvrir, mais on ne sait pas combien de temps elle va vraiment s'ouvrir. Sylvie Kaufmann, donc avec Sylvie Bermann, on voit combien l'Union européenne, il faut tout de suite la resituer dans un panorama plus large, global, et d'autres acteurs internationaux. Et puis il y a aussi tout l'enjeu des négociations, je dirais, entre Européens. Et vous connaissez bien l'Allemagne, vous connaissez bien les pays de l'Est, la Pologne. Comment est-ce que vous voyez cette présidence française de l'Union européenne? Dans quel contexte, je dirais, intra-européen, elle va se dérouler? Merci de cette question très facile. Le contexte, il est évidemment très compliqué. C'est toujours compliqué avec l'Europe. C'est ça qui fait sa beauté, d'une certaine manière. Clément Beaune a défini tout à l'heure ces 3 priorités et en l'écoutant, je me disais finalement, ça constitue le modèle européen, un peu l'identité européenne. Être le climat, le volet social, la régulation numérique, c'est le modèle de pays qui se comportent bien, de manière responsable, l'Europe, c'est aussi une puissance normative qui émet des normes dont elle espère qu'elles vont être ensuite suivies par le reste de la communauté internationale. C'est très bien. Non, il faut continuer. C'est formidable. Mais donc, c'est une puissance aussi. Enfin, c'est pas tout à fait une puissance, ça c'est un de nos sujets, mais disons, c'est une communauté d'États qui doit aussi être un modèle si elle veut pouvoir éclairer cette image
responsable, elle doit être un modèle sur plein d'égards, et notamment sur celui de l'état de droit et de la démocratie, parce que ça fait vraiment, en effet, c'est une marque de fabrique de l'Europe. Ce sont des valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée, enfin l'Union européenne a été fondée. Et auquel elle répète régulièrement son adhésion. Et donc là, qu'est-ce qu'on a qui nous a explosé à la figure hier ? Évidemment, ça vient très souvent de la Pologne. Ce défi posé à l'Union européenne et à Bruxelles, qui est donc ce tribunal constitutionnel polonais qui a décidé, c'est une longue histoire, hein, ça fait 5 ans que la Pologne se bat avec l'Europe sur ces questions de l'état de droit et que ça devient de plus en plus dur. Et là, on a une étape assez fondamentale qui est que donc ce tribunal constitutionnel, qui est présidé par une amie du chef du parti au pouvoir, ce n'est pas du tout une instance judiciaire qui respecte l'indépendance de la justice. Au contraire, elle est vraiment très inféodée au pouvoir, et donc qui annonce, qui prend une décision pour dire la primauté du droit européen ne s'applique pas à certaines dispositions de notre Constitution, etc. Donc là, on a un vrai problème. Ce problème, on l'a depuis 5 ans. Et l'Union européenne n'est pas armée pour y faire face. On l'a avec la Hongrie aussi. Mais voilà, je pense qu'on a manqué de fermeté. Enfin, c'est une affaire très compliquée, cette histoire de la Pologne, de la Hongrie et de l'état de droit, et en même temps qui est fondamentale, qui est quasiment existentielle. Je peux m'arrêter un petit peu là-dessus ou... Oui. Puisqu'on est au rendez-vous de l'histoire, je vais faire un petit peu d'histoire. Je ne remonterai pas au 19e siècle, je vous rassure, mais à la fin du 20e siècle, à 1989, c'est la Pologne, en fait, qui a été le ferment de l'effondrement du communisme depuis 1980, la naissance de Solidarność, le premier syndicat indépendant, les accords de Gdansk, qui ont été réprimés ensuite par un état de siège qui a duré près de 3 ans. Les opposants étaient tous en prison pendant ce temps. Les Polonais se sont vraiment battus. On parle toujours de la chute du mur de Berlin, parce que c'est ça qui visuellement était le plus marquant et le plus spectaculaire. Mais en réalité, en juin 89, c'est bien les Polonais qui ont commencé à fendre cet édifice en profitant de la présence de Gorbatchev à Moscou, cet édifice du communisme qui a fini par aboutir par étapes que je ne vais pas vous raconter, mais bon, à l'effondrement de l'Union soviétique fin 91. Voilà, et à la fin de la guerre froide. Et je fais un saut rapide. 2004, élargissement de l'Union européenne. Moi, j'ai un souvenir des messages que m'ont envoyés des amis polonais le jour où la Pologne a adhéré, a été admise dans l'Union européenne. C'était « enfin, nous sommes européens ». Et pour eux, c'était une sorte de protection, de garantie pour ces gens qui s'étaient battus pour la liberté, pour la démocratie, et qui l'avaient payé très cher souvent. Cette adhésion, de rejoindre la famille européenne, c'était... voilà, une façon une assurance, c'était nous ne reverrons plus jamais ça. Et donc, c'est une désillusion terrible aujourd'hui d'avoir ce même pays qui a eu un rôle si important essayer de détruire d'une certaine manière cet édifice auquel nous tenons tous, bien sûr, qui s'est agrandi et qui s'est donc complexifié. Chaque fois qu'il s'agrandit, il devient plus compliqué à gérer. Voilà, et donc, je crois que ça, c'est un défi. Je ne sais pas comment la présidence française va gérer ça. Je vois que ça n'est pas on ne peut pas avoir 36 priorités, j'imagine, mais je pense qu'elle y sera quand même confrontée. L'Allemagne, pendant sa présidence, qui était l'année dernière, hein, c'est ça, oui, 2020, deuxième semestre 2020, l'Allemagne, en fait, a éludé le problème. Bon, c'est aussi tous les qualités et les défauts d'Angela Merkel, c'est qu'elle a préservé l'Union, etc. Mais du coup, on est passé un peu à côté de cette histoire. Et là, je crois qu'on peut plus fuir ni éluder le problème. Voilà, c'est un des défis auxquels il faudra faire face pendant l'année prochaine, je crois. Merci. Avant de donner la parole à Pierre-Yves Monjal, Clément Beaune, peut-être juste un mot de réaction sur parce que hier vous avez réagi très vivement justement sur cette décision donc de la plus haute instance judiciaire polonaise, et qui dit en gros il y a une partie de la législation européenne qu'on n'accepte pas chez nous, quoi. Et vous avez réagi très 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 vivement. Vous pouvez en dire juste un mot? Oui, d'abord,
on y reviendra peut-être. Bien sûr, ce sera une priorité, j'allais dire, de toute façon, vu les circonstances de la présidence française de l'Union européenne. Et Sylvie Kaufmann a raison, ce n'est pas un sujet technique ou juridique, ni la décision d'hier, ni cette succession de provocations que la Pologne a organisées contre l'Union européenne depuis quelques années, par le droit. Parce que nous avons été réunis par le droit. Parfois, c'est notre limite aussi, parce que nous avons tendance à considérer que le monde entier obéit sagement à des règles. Mais nous voyons justement que nous sommes parfois contestés dans ce principe juridique lui-même à l'intérieur de l'Union européenne. C'est en ça que c'est grave. Comment voulez-vous être une puissance à l'extérieur si à l'intérieur, nous ne sommes pas capables de faire respecter un certain nombre de principes qui ont fondé le projet? Donc moi, c'est pour ça que je m'engage sur ce sujet. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'être désagréable avec les gouvernements de Pologne ou de Hongrie. Il y a d'autres questions, le droit des femmes, le droit LGBT, etc. Mais sur cette question, c'est existentiel pour l'Union européenne. Et cette décision en particulier, c'est pour ça que j'ai réagi vivement en disant que c'est très grave. C'est parce que ça paraît à la fois technique et puis presque de bon sens quand on n'y prête pas attention. C'est une décision d'un tribunal constitutionnel, qui se trouve par ailleurs être relativement clairement à la main du pouvoir. Mais dire primauté du droit national sur le droit européen, j'ai entendu beaucoup de réactions, pas seulement d'ailleurs de souverainistes un peu extrémistes aujourd'hui, sur le thème, finalement ils ont peut-être raison. Mais pour le dire très simplement, la primauté du droit européen sur le droit national, ce n'est pas une soumission à un recul de la souveraineté, puisqu'on l'a choisi. Et on peut sortir. La preuve, les Britanniques sont sortis. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais c'est possible. Mais tant que vous êtes dans la famille, c'est comme si on signait un contrat tous les deux. Si je vous disais, moi je signe un contrat, mais en fait c'est ma règle à moi qui s'applique après la signature de notre contrat mutuel, c'est comme si on n'avait pas signé de contrat. Donc l'existence même du droit européen est fondée sur la primauté du droit européen. Sinon, il n'y a pas de droit européen. Ce n'est pas une question de soumission fédéraliste folle de systèmes nationaux. La souveraineté n'est pas sacrifiée dès lors que chaque pays choisit et peut se retirer. Et puis, une fois qu'on est dans le système, on parlait des institutions un peu longuement tout à l'heure, chaque pays participe à la décision. Les Polonais, d'ailleurs, ils ont beaucoup de voix dans le Conseil que j'évoquais. C'est un des plus grands pays de l'Union européenne. Ce n'est pas un pays à qui on impose des règles contre son gré. Il y a beaucoup de sujets, d'ailleurs, qui sont décidés encore à l'unanimité. Donc, pour ça que j'insiste vraiment sur ce point, Sylvie Kaufmann, je crois, a raison, c'est existentiel pour l'Union européenne. Et donc, si vous dites, en plus, le tribunal constitutionnel polonais, si j'ai bien lu rapidement la décision, a dit que ce qu'il mettait en cause, c'était l'article 1er du traité de l'Union européenne, ça paraît là aussi un peu technique, mais c'est l'article qui crée l'Union européenne lui-même et qui en définit les principes, les 2 premiers articles de liberté, d'égalité, de non-discrimination, etc. Donc, ce n'est pas comme s'il avait dit que l'article 312B, qui porte sur des éléments de politique monétaire, etc., était remis en cause. C'est le cœur du projet. Donc, dire cela, j'espère que ça n'arrivera pas et j'espère que les choses se corrigeront, mais c'est le risque de facto d'une sortie de l'Union. C'est ça que j'ai dit, parce que c'est vrai. Il n'y a pas de projet commun si vous ne respectez pas la règle commune, tout simplement. Voilà, alors Pierre-Yves Monjal, on est directement dans vos sujets, puisque voilà, le professeur de droit européen, évidemment, s'intéresse... J'espère que je n'ai pas dit de bêtises pour le juriste qui est à ma gauche. Pardon J'espère que je n'ai pas dit de bêtises pour le juriste qui est à ma gauche. Non, mais voilà, donc Pierre-Yves Monjal, donc cet enjeu de l'état de droit en Europe, il est vraiment crucial. Et voilà, on vient d'en parler, Sylvie Kaufmann et Clément Beaune, ça va être aussi un enjeu lors de cette présidence de l'Union européenne. Bien entendu, ça va être un enjeu absolument central. Alors d'abord, une toute petite remarque. Les universitaires, les spécialistes du droit de l'Union européenne, et j'ai quelques-uns de mes étudiants qui sont dans l'assistance, c'est une année merveilleuse. C'est une année merveilleuse. Une présidence française, une présidence de la République, un tribunal constitutionnel polonais qui complique un petit peu la donne, le Brexit. Bon, c'est une année formidable de ce point de vue-là, pour le travail intellectuel, pour le travail d'analyse juridique qui nous donne évidemment beaucoup de difficultés. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a exposé notamment Madame Sylvie Kaufmann, en rappelant, bien entendu, sans doute que le climat, le pacte social et la régulation du monde numérique constituent des valeurs essentielles, identificatrices de l'Union européenne, mais quand même, c'est bien précisément nos valeurs générales. On parlait d'état de droit, d'égalité femmes-hommes, de respect des droits des minorités.
identité, qui constituent ce socle commun. Et ce que exposait à l'instant Monsieur le secrétaire d'État, c'est que si on fait du commun, c'est qu'on se met d'accord sur un pacte initial. Et là, on doit bien remarquer qu'un certain nombre d'États, et en particulier la Pologne, qui occupe l'actualité juridique quand même et politique depuis un petit moment, a fissuré ce pacte avec la décision qui a été rendue hier. Bien. Alors, à mon avis, et je vais revenir juste un instant sur l'état de droit, mais c'est lié avec mon propos qui arrive dans un instant, je pense sincèrement que la présidence française va être très complexe, mais je crois qu'aucune présidence n'est simple dans cet exercice-là, va être complexe parce que la France va devoir assurer, je crois, une double unité. C'est-à-dire une unité au sein des États membres de l'Union européenne, précisément à un moment où la Hongrie ou la Pologne donnent des signes extrêmement clairs, une volonté de se démarquer dans les conditions que l'on a indiquées. Et comment allons-nous pouvoir alors leur passer des dossiers comme le climat ? Le charbon en Pologne était la ressource, vous savez très bien, fondamentale. Comment allons-nous pouvoir leur passer le dossier sur le social, déjà que la directive travailleurs détachés, ça avait été compliqué avec eux parce qu'ils n'ont pas intérêt, au fond, à mettre en place un SMIC européen, parce qu'ils sont hautement concurrentiels et compétitifs, et donc c'est favorable pour eux. Et dans ce climat de tension lié précisément avec la décision polonaise qui va conduire la France, nécessairement, les autres partenaires, la Commission, qui ne s'est pas privée, à exprimer quand même leurs doutes et leurs réserves sur l'attitude polonaise, je pense que ça va être compliqué et qu'il y a des fractures, d'ores et déjà. Et puis une seconde unité, alors je dirais sur le plan interne, parce que cette présidence française se télescope avec la présidence de la République, l'élection présidentielle prochaine et les élections législatives. Alors, en 95, on a déjà eu ce scénario. On l'a oublié, mais en 95, la France présidait, 1995, le Conseil de l'Union et l'élection de Jacques Chirac, au fond. Plus jeune évidemment, mais je n'ai pas le souvenir que ça posait des complications particulières et les débats européens dans l'opinion publique n'avaient pas du tout l'acuité qu'ils ont aujourd'hui. Or, il me semble que l'opinion publique et la classe politique, on le voit très bien, est extrêmement fracturée, extrêmement divisée plus précisément en deux clans sur cette affaire européenne. Et donc la présidence française, assurant justement la présidence de l'Union européenne, va devoir aussi essayer, je pense, stratégiquement de communiquer pour montrer que l'Europe est importante et peut-être essayer de garantir une unité plus importante au sein de l'opinion publique. Alors, je termine juste sur un point parce que je trouve absolument passionnante cette question de l'état de droit, même si c'est une notion alors, qui, pour les juristes, évidemment, est très rebattue et très maîtrisée et très connue. L'état de droit, c'est le fait qu'un État, un gouvernement, un législateur, les juges respectent le droit constitutionnel, le droit européen. Et puis fondamentalement, un État de droit se caractérise par un principe de séparation des pouvoirs. Or, l'affaire polonaise est une illustration d'absence de transparence des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le juge et les juges, en particulier le juge constitutionnel. Bien. La solution donc du juge polonais d'hier est de dire le droit national s'oppose au droit de l'Union européenne. Il est hors de question que le droit de l'Union européenne, les traités et la Cour de justice nous expliquent comment on doit organiser notre État. Bien, le sujet est sérieux. Alors, je fais deux remarques et je termine. On va être en position de surplomb, nous, présidence française, vraisemblablement, avec d'autres partenaires, vis-à-vis de la Pologne, en leur disant votre manière de vous organiser, alors que vous êtes démocratiquement élu, que vous avez un socle constitutionnel, on la juge. Ça, politiquement, je pense que c'est tout à fait redoutable, avec de très bons arguments par ailleurs. Mais on oublie également que cette opposition au droit de l'Union européenne, là on stigmatise beaucoup la Pologne, la Hongrie à d'autres moments, mais il faut quand même voir que l'Allemagne, en 2020, a adopté une prise de position concernant justement les financements et le plan de relance, où leur tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit « Oh là là, attention !» Même raisonnement que la Pologne. J'ai le sentiment que l'Union européenne statue bien au-delà des pouvoirs qui sont les siens. Je vais peut-être opposer ma constitution et de dire que cet emprunt commun que nous, Européens, nous faisons n'est pas conforme
à nos règles constitutionnelles. Et puis, je ne résiste pas, mais quand même, le Conseil d'État, le 21 avril dernier, alors c'est une décision qui est passée relativement inaperçue, mais qui a beaucoup agité la doctrine juridique, et les étudiants travaillent dessus en ce moment, ils le savent bien, dans une décision French Data du 21 avril dernier, quand même, le Conseil d'État nous explique, alors avec toute son habileté, 39 pages d'argumentation extrêmement ciselée, extrêmement subtile, qui ne remet pas en cause de la supériorité du droit de l'Union européenne, qu'il va respecter les décisions de la Cour de justice. Il ne nous a pas fait le coup de l'ultra-virès, même si le gouvernement était tenté de le faire. Bien. Mais au bout du bout, il explique qu'en matière de protection des données personnelles, pour un motif tout à fait légitime de lutte contre le terrorisme, c'est notre droit seul qui s'appliquera. Et on n'appliquera pas la directive européenne, et on n'appliquera pas ce qu'a dit la Cour de justice quelques mois plus tôt sur cette affaire. Donc nous aussi, la France, nous avons eu une décision qui positionne ou repositionne la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes et qui met à distance, sur un sujet très précis, le cas de la France n'est pas comparable avec le cas évidemment de la Pologne, mais qui repositionne ou met à distance les règles européennes. Alors comment la France, et c'est peut-être une question que je peux poser, exactement, on va poser la question à Clément Beaune. Comment la France va-t-elle être en capacité d'expliquer calmement à la Pologne ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, alors que nous ne pourrions peut-être pas être tout à fait exemplaires. Et s'il y a des bons juristes polonais, ils pourront vous expliquer, par exemple, que le Conseil constitutionnel, si vous voulez, on pourrait s'interroger sur sa nature juridictionnelle aussi. Mais bon, ça vous le savez fort bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Clément Beaune, donc au-delà de ces points très précis qui ont été évoqués par Pierre-Yves Monjal, et effectivement, on a tous en mémoire que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, ça fait plusieurs années sur des décisions du sommet européen, des chefs d'État et de gouvernement. Il est vraiment très vigilant, très scrupuleux sur notamment la surveillance par le Parlement allemand, en fait, des dépenses faites par l'Allemagne dans le cadre notamment du plan de relance. Donc voilà, cet enjeu, et en France, évidemment, on a tous en tête que voilà, un ancien commissaire européen français, Michel Barnier, qui a négocié le Brexit, a fait une proposition récemment en disant, mais peut-être que sur les affaires d'immigration, enfin c'était pas peut-être, c'était sur les affaires d'immigration, il faut que le droit français l'emporte sur le droit européen. Donc on est, Clément Beaune, dans quel moment sommes-nous finalement un peu avec ces contestations de la part d'un certain nombre d'États de ce que vous décriviez comme le socle de départ du droit européen? Alors, je voudrais essayer, mais sous contrôle vigilant des juristes, de démêler quelques sujets. D'abord, sans refaire une longue histoire, comme mon voisin pourra compléter si je suis imprécis, il y a toujours eu, on a appelé ça pudiquement un dialogue des juges, mais une tension en réalité entre les juges nationaux et européens, qui est d'ailleurs intrinsèque quand on parle de droit européen et international, puisque pour un juge national, notamment pour un juge constitutionnel, la norme suprême, ça reste forcément la Constitution, et pour un juge européen ou international, la règle, c'est forcément une règle qu'il considère comme supérieure aux constitutions nationales, pour la raison contractuelle, si je puis dire, que j'évoquais tout à l'heure. Sinon, il ne peut pas considérer, si pour lui il y avait des normes nationales supérieures à sa propre norme commune, que cet édifice commun demeure. Donc cette tension a toujours existé, et d'ailleurs sans remonter si loin que cela, en 1989, année symbolique que nous évoquions tout à l'heure, c'est là que le Conseil d'État avait franchi de mémoire une étape importante, puisque jusque-là, il contestait même la primauté tout court, pas seulement sur la Constitution, mais le droit européen. Donc ça a été un long chemin d'acculturation juridique progressive. Bon. Et donc beaucoup de juges constitutionnels en réalité, allemands, français et dans d'autres pays, je mets une seconde à l'écart la Pologne, ont eu une difficulté à reconnaître dans cette tension juridique la norme européenne comme absolument supérieure. Donc ça, c'est pas totalement nouveau, et on vit dans cette ambiguïté permanente d'une certaine façon. Pour reprendre le cas récent de la décision du Conseil d'État sur la protection des données, on a des sujets qui nous, si je puis dire, qui nous remuent beaucoup en tant que Français. Deux notamment, parce qu'ils touchent, je n'utiliserai pas l'expression qui a été utilisée dans le mémoire en question, mais à une forme d'identité juridique constitutionnelle des pays, il faut le comprendre. Nous, on est très préoccupés, par exemple, par des décisions qui existent de la Cour de justice européenne sur la protection des données, parce qu'on considère qu'elles ne permettent pas de conserver les données qu'on juge indispensables à la lutte contre le terrorisme, etc. Et c'est particulièrement sensible en France pour l'histoire récente que l'on connaît.
En Allemagne, c'est plutôt sur des questions, chaque pays a son histoire budgétaire, que se fait cette tension constitutionnelle. Et je mets encore une fois de côté pour l'instant la Pologne. Donc cette tension a toujours existé. Le cas récent qui concerne la décision du Conseil d'État, là aussi, dans les 39 pages habilement rédigées que vous avez évoquées, le Conseil d'État a tourné autour finalement de cette tension en disant qu'en l'occurrence, je fais court, mais il s'était soumis à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et qu'on avait suffisamment de marge de manœuvre pour que nos inquiétudes en matière de protection des données soient levées. Et c'est vrai, je vais le dire très sincèrement, puisque nous sommes entre nous, que le mémoire du gouvernement était plus douteux à cet égard. Je le regrette parce que précisément, et c'est pour ça que dans un nouveau mémoire, nous avons retiré cet argument, précisément, on donne, même si la situation n'est pas du tout la même, heureusement, au plan de l'état de droit en Pologne et en France, nous donnions un argument qui n'a pas manqué d'être utilisé d'ailleurs par un certain nombre de responsables politiques polonais, après avoir lu ce mémoire, je crois, fuité dans un excellent journal du soir, il y a quelques semaines. Sans doute une volonté bienveillante de faire connaître notre argumentaire juridique. Et en Allemagne, on a eu cette tension. La grande différence quand même, pour faire court, c'est que même si les choses ne sont jamais planes et parfaites, en Allemagne, après la décision du tribunal de Karlsruhe sur, en gros, la participation allemande à des programmes de solidarité budgétaire, le gouvernement allemand et le Bundestag ont soutenu la position européenne, si je puis dire. Et la Commission européenne a engagé une procédure contre le tribunal allemand, donc, comme elle l'avait fait contre le Conseil d'État, d'ailleurs, quelques années. Donc, j'allais dire, le système de régulation fonctionne. Deux différences avec la Pologne qui sont, à mon avis, majeures. D'abord, en Pologne, c'est le cœur du réacteur qui est touché. C'est le premier article du traité, c'est l'appartenance et la primauté des principes fondateurs de l'Union européenne. Donc, on ne touche pas à quelques sujets qui sont sensibles, mais qui sont régulables, en quelque sorte. Là, on touche... C'est la vraie nouveauté d'hier, au cœur. Et encouragé dans la composition du tribunal, dans le recours qui a été fait d'ailleurs, je crois, et dans les propos publics par le gouvernement polonais lui-même, c'est quand même une très grande différence. Et puis l'état de droit, c'est la hiérarchie des normes, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs et de façons qu'ont nos démocraties de fonctionner avec des équilibres, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et sur ce critère-là, l'inquiétude est plus encore légitime. En Pologne, là, on a une attaque très systématique depuis plusieurs années, comme le disait Sylvie Kaufmann, contre les principes fondateurs de hiérarchie des normes et de valeurs de l'état de droit. Indépendance de la justice, indépendance des médias, droit d'un certain nombre de catégories, pas mineures, droit des femmes, droit des minorités. C'est une attaque assez frontale, qui est un choix politique, qui est, je crois, très différent, tout contestable que ce soit, des choix allemands ou français ou d'autres pays. Donc c'est ce double écart qui me préoccupe énormément dans la situation polonaise ou dans la situation hongroise, parce qu'il y avait jusque-là une corde de rappel pour ces pays quand ils attaquaient un certain nombre de principes de l'état de droit, l'indépendance des médias par exemple, au droit d'un certain nombre de catégories d'individus, c'est qu'ils appliquaient les décisions de la Cour de justice, plus ou moins et avec ce dialogue des juges, mais ils les appliquaient. Et d'ailleurs, dans nos combats pour l'état de droit en Pologne et contre certaines actions du gouvernement polonais, notre planche de salut jusqu'à présent, ça a été quand la Cour de justice a pris une décision, ils s'y sont conformés. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien que si on commence à dire qu'on ne s'y conforme pas, l'édifice tombe et ce n'est pas tout à fait dans l'intérêt de la Pologne, puisque, pour en venir et conclure là-dessus, au fond de l'histoire, les Polonais ne veulent absolument pas sortir de l'Union européenne. 80% de la population polonaise est pour l'adhésion, pour le maintien dans l'Union européenne. Et le gouvernement lui-même, alors vous me direz qu'il est pris à son propre piège, en fait, est bien content d'appartenir à l'Union européenne. Ce qu'il voudrait, c'est en avoir évidemment les avantages sans les inconvénients. C'est la logique du Brexit, en étant à l'intérieur. Et quand on voit qu'on touche au porte-monnaie ou qu'on touche à l'application des règles type libre circulation, qui est très bénéfique évidemment aux travailleurs polonais dans le reste de l'Union, ils ne sont plus tout à fait d'accord. Et donc là, ils ont, je crois, été dépassés par leur propre radicalité et le système a explosé. Donc on va essayer de remettre les choses dans la machine, mais ça va être compliqué. Ce que vous dites est tellement vrai, c'est que le tribunal constitutionnel polonais a bien précisé que c'était uniquement la question de l'organisation juridictionnelle. En revanche, le marché intérieur, la libre circulation, tout ça, ils prennent. Ça illustre parfaitement ce que vous dites. Et les fonds européens, ils prennent aussi. Sylvie Kaufmann, voilà, on est là dans le domaine du droit, et puis le droit, et la construction européenne, c'est aussi de la politique. Comment est-ce que vous décririez un petit peu le sentiment d'appartenance, pour rebondir sur la formule, le slogan, un peu de la présidence française de l'Union européenne, voilà, relance, puissance, appartenance.
ça claque bien, c'est bien français tout ça. Mais Sylvie Kaufmann, donc ce sentiment d'appartenance, comment évolue-t-il d'après vous aujourd'hui en Europe, dans les différents pays européens? Quels sont les pays qui vous apparaissent les plus moteurs finalement? Quels sont les pays qui apparaissent les plus fragiles? Et peut-être tout à l'heure on reviendra avec Sylvie Berman sur le Brexit, qui a été évidemment un événement majeur des dernières années. Il y a plusieurs critères. Je pense que tout le monde, en effet, le cas britannique étant particulier, mais on voit bien même aujourd'hui qu'avec ce qui se passe avec la situation économique et les pénuries qu'on observe en Grande-Bretagne, je crois que j'ai vu des débats à la télévision, à la BBC, où des gens qui ont voté pour le Brexit disent « mais nous, on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça ». Sylvie Berman pourra nous en dire plus. Mais bon, mettons ce cas particulier à part. Dans les 27, je crois que tout le monde, en réalité, a envie de rester européen, envie de rester dans l'Union européenne, et le cas polonais est tout à fait révélateur là-dessus quand on a des sondages. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être membre de l'Union européenne? Qu'est-ce que ça veut dire adhérer? Clément Beaune disait la Pologne veut avoir les avantages sans les inconvénients, mais est-ce que ce sont vraiment des inconvénients d'ailleurs? Est-ce que se plier à l'état de droit, oui, voilà, aux valeurs démocratiques, c'est aussi quelque chose qui rassemble les gens. C'est souvent, d'ailleurs, ce sont des critères qu'on leur demande d'appliquer pour les admettre au sein de l'Union européenne. Je crois que le problème, c'est qu'il y a différents... enfin, un des dangers et un des problèmes auxquels se heurte l'Union européenne, ce sont des fossés qui se creusent sur différents sujets. Il y a une chose qui m'a... Alors, bon, il y a bien entendu les divergences économiques, y compris entre l'Allemagne et la France, par exemple, hein, qui se creusent. Et ça, c'est un vrai danger. On a du mal à faire converger tout le monde. Et évidemment, on voit bien les conflits entre les frugaux du Nord ou de la Ligue hanséatique, enfin, je ne sais pas, on a plein de mots pour les qualifier, et puis les pays du Sud, pour faire simple, mais il n'y a pas que les pays du Sud et de l'Est, enfin bon, bref, qui sont en faveur de plus grosses dépenses publiques, etc. Bon, là, il y a un clivage qui va encore se poser, enfin qu'on essaye de surmonter avec le plan de relance, et ça c'est un pas en avant énorme, je dois dire, hein. Quand on fait l'historique des décisions, l'historique des grandes décisions européennes, je pense que celle de 2020 figurera tout à fait dans ce bilan de manière assez remarquable. Voilà, mais il y a vraiment énormément de progrès à faire pour faire converger davantage les 27 économiquement. Après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces derniers jours, parce que je n'avais pas réalisé à quel point il y avait une grosse différence. C'est par exemple la Bulgarie et la Roumanie n'ont qu'un tiers de leur population qui est vaccinée. Voilà, alors là aussi, on a fait un gros effort l'année dernière pour mutualiser les commandes de vaccins, et je pense que c'était un geste politique très important, parce que c'est vrai que si on avait laissé chaque pays faire ses propres commandes, aller à la pêche pour ces vaccins, on aurait eu une situation extrêmement inégalitaire et très, très, très difficile à gérer sur le plan sanitaire. Mais on s'aperçoit finalement que même avec ce mécanisme, on a des pays qui traînent d'une manière... très graves et qui sont frappés maintenant par une 4e vague de contagion, de contamination très très dangereuse, et qui n'a rien à voir avec notre situation où nous on n'a plus qu'à mettre des masques finalement. Voilà. Donc il y a des tas il y a beaucoup de fractures comme ça. Sur lesquels il faut être en permanence très vigilant. Et puis, il y a évidemment les fractures sur la politique extérieure. Donc, ça, on va peut-être en parler. Pas seulement entre l'Est et l'Ouest, d'ailleurs, hein, c'est aussi entre le Nord et le Sud. Je suis souvent frappée par j'allais dire la radicalité, c'est peut-être un mot un peu fort, mais la position des pays scandinaves qui sont vraiment assez raides, hein, sur leur position sur la défense européenne, sur la relation avec les États-Unis et tout ça. Après, il y a évidemment la relation avec la Russie. Pour des raisons historiques et géographiques, certains pays sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et puis, il y a la grande question de la Chine.
qui est vraiment là, je crois, une question qu'il faut affronter et qui est très très difficile à résoudre, je crois. Merci Sylvie Berman. Vous avez été en poste précisément à Pékin, vous avez été en poste à Moscou. Voilà, deux pays continents. On a évoqué les États-Unis tout à l'heure, pays continents également. Et donc, voilà, comment est-ce que l'Union européenne aujourd'hui doit-elle se situer dans ce monde qui est en train de se durcir et de s'organiser radicalement différent finalement d'il y a une dizaine d'années? Oui, je crois que c'est justement la prise de conscience de l'Union européenne. On a dit qu'elle a été moins naïve vis-à-vis de la Chine, mais elle est peut-être aussi en train de devenir moins naïve vis-à-vis des États-Unis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont, comme vous l'avez dit, des États-continents, donc on n'a pas le choix. L'Union européenne est effectivement le bon échelon pour traiter avec eux. C'est 450 millions d'habitants et puis c'est le premier bloc économique mondial. Le problème, comme Sylvie Kaufmann l'a évoqué, c'est qu'effectivement, il y a des divergences en ce qui concerne la politique étrangère et les relations précisément avec ces pays. Les États-Unis, je crois qu'effectivement, l'automaticité d'un soutien américain à des positions européennes ou à des interventions européennes, c'est terminé. Donc il faut que l'Union européenne puisse avoir un nouveau dialogue transatlantique avec Washington et un dialogue qui ne passe pas par l'OTAN, ce qui peut être la tentation des Américains. Et puis évidemment, les Britanniques, depuis le Brexit, poussent beaucoup pour ça, parce que sinon, ils n'existent plus dans l'équation, même si Joe Biden a dit que ce qui l'intéressait, c'était l'Union européenne. Donc il faudra redéfinir des relations, bien évidemment, avec les États-Unis, en pensant en particulier aux lois extraterritoriales. C'est-à-dire que les Américains dictent aux Européens avec qui ils peuvent ou ne peuvent pas commercer et les sanctionnent. C'est des lois du Congrès, oui, des États-Unis qui s'appliquent à tous les pays du monde. À tous les pays du monde, parce qu'ils considèrent qu'il y a un lien par le dollar américain. C'est pour ça d'ailleurs que certains pays comme la Chine ou la Russie pensent à une dédollarisation de l'économie, mais ce n'est pas demain la veille. Mais c'est vrai qu'on aurait intérêt à utiliser davantage l'euro dans nos transactions et en tout cas de mettre au point un mécanisme qui permet de résister aux sanctions extraterritoriales. Ça a été fait sur l'Iran avec Instex, mais c'est un mécanisme en fait qui est assez limité à la fois dans son objet et puis dans les fonds qui peuvent lui être dédiés. Alors la Russie, c'est un problème. Je ne vais pas dire que c'est un problème régional, parce qu'il y a maintenant un partenariat très fort entre la Chine et la Russie, toutes les deux victimes des sanctions américaines. C'est pour ça que c'est le principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et je ne pense pas qu'on puisse maintenant détacher complètement la Russie de la Chine, parce que depuis 2 ans, il y a un partenariat, y compris dans le domaine militaire, spatial, etc. Ils font des exercices conjoints. Et alors là, une position commune de l'Union européenne, c'est extrêmement difficile. Parce que moi, je me souviens, au moment de l'élargissement, quand Javier Solana, qui était le représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, était allé à Sochi, il avait vu Vladimir Poutine. C'est le début, c'est pas le Poutine d'aujourd'hui. Il était plus ouvert, plus entre guillemets européen. Et Solana nous avait dit, on a les éléments d'une stratégie vis-à-vis de la Russie. On ne peut pas l'ignorer, c'est le grand voisin. Et il a été interrompu immédiatement. Et c'était la première réunion du COPS élargi par les Polonais, les Baltes, qui ont dit hors de question d'avoir une stratégie vis-à-vis de la Russie. Et en fait, on est paralysé depuis le début. Parce qu'avoir une stratégie ne veut pas dire être d'accord avec Moscou, mais on ne peut pas ignorer ce pays qui est notre voisin. Et d'ailleurs, celui qui a la relation la plus étroite, c'est l'Allemagne. Angela Merkel est allée 20 fois en Russie. Quand Macron y va, on dit c'est un cadeau à Poutine. On ne se pose pas la question quand c'est Angela Merkel. Donc il y avait eu cette initiative prise à Brégançon, l'idée d'une stratégie de confiance et d'un agenda de confiance et de sécurité
Bon, malheureusement, il y a eu d'autres événements depuis, entre autres le Covid, mais pas seulement. Il y a eu une provocation russe avec l'expulsion de 3 diplomates le jour où, pour la première fois, le haut représentant pour la politique étrangère vient à Moscou depuis des années. Donc, encore une fois, comme on dit en diplomatie, il faut être 2 pour danser le tango. Et puis, l'éléphant dans la pièce, si on peut le dire, c'est évidemment la Chine, que les Européens n'ont pas vu venir pendant des années, parce qu'ils regardaient ailleurs, ils regardaient à l'intérieur ce qui se passait chez eux, sans voir le monde changer. Donc ils ont mis très longtemps à prendre conscience du poids de la Chine. Alors ils l'ont fait en prenant un certain nombre de mesures de contrôle des importations, des investissements sensibles, un rééquilibre des conditions du marché également. C'est de ça qu'il s'agissait, d'ailleurs, avec l'accord d'investissement qui est gelé à cause des péripéties liées aux sanctions, mais qui était en fait dans l'intérêt des Américains. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, tout le monde parle, puisque vous êtes historien, du piège de Thucydide, de la puissance montante, de la puissance confirmée qui était Sparte, qui craignait Athènes, la puissance montante. Aujourd'hui, c'est Washington et Pékin, l'une faisant preuve de paranoïa, parce qu'il y a une vraie guerre froide. Elle est différente de celle qu'il y a eu avec l'Union soviétique, bien sûr, parce qu'il y a une interpénétration économique, mais il y a un blocus technologique qui relève quand même de la guerre froide, plus également une dimension idéologique avec l'idée d'avoir une alliance des démocraties contre la Chine. Donc, en fait, il faut que l'Union européenne puisse se déterminer vis-à-vis de la Chine et pas simplement être aligné plutôt qu'allié, c'est-à-dire allié mais pas aligné sur Washington. Et ça va être très difficile parce que les pressions seront très fortes. Mais simplement, quand Washington décide de prendre telle ou telle mesure ou de se rapprocher de Pékin, il ne nous interroge pas. Comme quand Biden est allé voir Poutine à Genève aussi. C'est-à-dire c'est en fonction de ses intérêts au moment qu'il leur paraît le mieux, ce qui est normal. Donc voilà. Nous aussi, on est... Et c'est toute l'idée de l'autonomie stratégique qui n'est pas seulement militaire, qui est économique, qui est technologique. Et ça, c'est absolument fondamental parce qu'on n'existera pas si on ne peut pas se prononcer de manière autonome vis-à-vis de ces grandes puissances. Voilà, Sylvie Berman, là, je crois, vient vraiment de nous donner en profondeur la vision française de l'Europe. Et je trouve ça, et dans un panorama global, effectivement, qui est en pleine évolution. Pierre-Yves Monjal, on va prendre des questions, bien sûr, de la salle. Pierre-Yves Monjal, très rapidement, ce serait juste, l'Europe, effectivement, empire de la norme, l'Europe qui s'est construite sur le droit, mais pour vous, professeur de droit, est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe soit davantage politique aujourd'hui ? Oui, alors je vous réponds très en un mot. Oui, en un mot, mais au sujet de la Russie, je partage tellement votre point de vue, chère madame, c'est que autre épine dans le pied peut-être de la présidence française, c'est l'affaire Gazprom. Là aussi, l'enjeu de l'acheminement du gaz en Europe par l'entreprise russe, ça va être un gros dossier, d'autant plus que Gazprom Suisse a attaqué la directive européenne sur le gaz, marché unique, devant le tribunal, et il y a un pourvoi devant la Cour de justice, et les conclusions sont favorables à Gazprom, ce qui est assez inédit sur un plan contentieux. Oui, alors effectivement, là, c'est une question très intéressante que vous posez, qui est sans fin presque. L'empire du droit, oui, bien entendu, l'Union européenne est une construction juridique dès le départ. C'est l'organisation de la paix et l'organisation de l'économie par la norme. C'est une nouveauté de ce point de vue-là, c'est une rationalité. Et on oppose, au fond, je dirais, à cet empire du droit, mais c'est une très bonne formule que vous employez, ou à cette primauté du droit, pour rejoindre ce que l'on disait tout à l'heure, on va opposer à cette sécheresse du droit, en définitive, l'absence de dimension politique. Et on nous dit très souvent que l'Europe politique n'est pas faite. Alors, un nain politique, dit-on souvent. Oui, un nain politique. Alors, quand on parle de nain politique, c'est surtout sur le plan extérieur. Bon, la question de la défense est un exemple parmi d'autres, et puis la diplomatie d'une manière générale.
C'est vrai. Mais je crois qu'il faut, enfin, me semble-t-il, et modestement, réfuter cette idée que l'Europe politique n'est pas faite. La preuve, M. Clément Beaune va faire quoi à partir du 1er janvier avec ses 109 réunions programmées jusqu'au mois de juillet? Eh bien, il va faire que de la politique. Et tout se passe à un niveau politique. Quotidiennement, l'Europe est politique. Et je crois que le droit n'est que la traduction, en réalité, d'un débat politique permanent, que ce soit en Conseil des ministres, que ce soit en Conseil européen, ça vous le savez fort bien, ou que ce soit dans les relations entre les différentes administrations. Comment peut-on imaginer l'adoption d'une règle commune dans tous les domaines, quel qu'il soit, ou d'une stratégie commune, pour reprendre ce que disait à l'instant Mme Bergman? Eh bien, on ne peut pas l'envisager sans qu'il y ait eu un accord politique. En fait, je crois que l'Europe est très, très, très fondamentalement politique. Elle est d'abord un objet politique que le droit va habiller et mettre en œuvre. Merci Clément Beaune. Une réaction? Vous faites du droit et de la politique? Oui, ça me va bien. Non, bien sûr, d'abord le projet lui-même, sans refaire une longue histoire devant des historiens qui connaissent ce sujet par cœur, pour beaucoup d'entre eux, le projet lui-même est très politique. Bon, on ne refait pas les débuts ou les formules, les réalisations concrètes, la solidarité de fait, mais le projet, on leur a reproché d'ailleurs a posteriori d'avoir en quelque sorte caché un dessein politique, mais je crois qu'il n'y avait pas de doute chez ceux qui regardaient le projet, c'était un projet politique, d'ailleurs géopolitique d'une certaine façon, par le commerce et par la règle, d'ancrer l'Europe de l'Ouest dans le camp occidental en s'auto-organisant avec des moyens financiers et militaires américains. C'était le plan Marshall et l'OCDE, c'était l'OTAN d'un côté, et puis c'était les communautés européennes pour l'organisation interne et politique. Donc je crois qu'on doit revendre. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais c'est un projet évidemment qui est un choix politique dès le départ. Et l'idée que les accords ou les projets qui ont été réalisés sont des choix politiques aussi me paraît très clair. On doit d'ailleurs le dire plus clairement, parce qu'ensuite, quand c'est un projet politique assumé, on peut débattre pour, contre. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut sortir, pour aller un peu plus loin dans cette dimension politique, d'une forme de catéchisme européen. Comme si c'était une croyance. Il y a les pour et les contre, comme si ça résumait le débat. C'était vrai dans les années 50, sans doute, au moment où on faisait le choix de départ. Et la France, d'ailleurs, a choisi très vite, y compris sous le général de Gaulle, que son intérêt national était d'être dans le projet européen et actif dans la construction européenne, contrairement à ce qu'on peut, je crois, redire ou relire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a 50 nuances de gris, et tant mieux. On peut dire qu'on est pro-européen ou anti-européen, n'a pas énormément de sens. La question, c'est de savoir, une fois qu'on est dans le jeu, si on considère qu'il faut y être, qu'est-ce qu'on fait en matière sociale, qu'est-ce qu'on fait pour la défense européenne, qu'est-ce qu'on fait sur les règles climatiques. Et la vie quotidienne des négociations européennes est un débat politique comme on l'a, avec des institutions peut-être plus compliquées, mais comme on l'a dans nos pays, et tant mieux. C'est un signe, je crois, de maturité. Je prends juste un exemple qui était pour moi un bon révélateur. Dans la crise Covid qui a été citée, au tout début, la France et l'Italie, puisque ça a commencé comme cela, ont fait la proposition, puis avec 7 autres pays européens, qu'on crée justement ce qui est devenu le plan de relance, une dette commune en disant on va s'endetter ensemble. C'est un signal de solidarité, et un acte de confiance dans le futur, rembourser ensemble plus tard, et en attendant, financer des investissements pour la relance de manière là aussi solidaire, c'est-à-dire il y aura plus d'argent pour l'Italie que pour l'Allemagne, parce que l'Italie est plus touchée, et moins riche, etc. Et ça, c'était un combat politique dans le cadre des institutions, dans le cadre des sommets européens, des négociations budgétaires organisées par le traité, etc. Mais on a proposé cela en mars 2020. L'Allemagne était totalement hostile, et puis on a engagé une négociation, et puis on a trouvé un compromis et un accord en mai 2020. Puis ensuite, la Commission a fait une proposition législative, pour revenir à notre schéma de départ, et puis on a discuté et on a trouvé un accord, en l'occurrence à l'unanimité, au mois de juillet 2020. Donc dans le cadre des règles et dans l'espace de nos traités, de nos institutions, nous avons fait un choix politique qui n'avait rien d'évident, en étant un peu créatif d'ailleurs sur l'utilisation du traité, quelques semaines ou plus tôt. Bon, voilà. Et tant mieux que l'Europe soit un lieu d'interpellation politique entre États, de débat d'opinion, est une très bonne nouvelle. J'allais dire de manière provocatrice, ça fait le délice des juristes, mais aussi de ceux qui ne le sont pas et sont dans le combat, dans le débat européen. Le fait qu'on ait aujourd'hui, qu'on soit capable de s'exprimer après la décision polonaise, après les décisions hongroises, une loi
sur les droits LGBT au mois de juin, etc., qu'on soit capable de s'engueuler, pour le dire comme ça, entre pays européens est une formidable nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les étapes de construction du projet sans saveur. On est dans un moment où on a des confrontations. Alors, parfois, il ne faut pas qu'elles nous mènent trop loin et que certains pays se mettent de même en marge de l'Union et du cadre. Mais dans le cadre, on a des débats qui sont virulents, mais comme on les a dans nos démocraties nationales, tant mieux. Merci beaucoup. Et peut-être que le débat d'opinion, on va le poursuivre avec vous. Donc, j'imagine que ces nombreuses interventions suscitent beaucoup d'interrogations, de contestations aussi. Voilà, donc j'imagine qu'il y a un micro qui va circuler et on a un petit peu les projecteurs dans les yeux, mais je vois déjà une main qui se lève. Voilà, et puis ensuite 2 au premier rang. On va peut-être prendre trois questions d'un côté. Alors, je ne sais pas qui est la personne qui porte le micro. Il n'y a pas de micro, d'accord. Alors, peut-être si vous pouvez vous lever et poser la question très fort. Est-ce que la présidence française du Conseil européen ne sera pas quelque peu handicapée par le fait que, au cours du premier semestre 2022, la France va se trouver assez largement en campagne électorale? Merci pour votre question. Monsieur Devant? Peut-être en vous tournant, du coup, peut-être un peu vers l'assistance, parce que voilà. Monsieur le ministre, voilà, la question est un peu la même selon de l'organisation, parce que l'eurodéputé que je suis, évidemment, s'interroge sur comment une présidence de 6 mois va faire rentrer en gros 4 mois autant de sujets, et je me félicite que la présidence française ait des sujets ambitieux à faire rentrer. Et puis j'avais une autre question concernant la règle de l'unanimité entre les États européens sur un certain nombre de sujets, particulièrement la fiscalité, qui nous agite depuis une semaine, puisque pour la énième fois, on a les Pandora's Papers cette fois qui arrivent et qui pose un vrai problème au sein de l'Union européenne, puisqu'on a des pays qui sont concernés par la question des paradis fiscaux, et l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord pour la question de la règle de l'unanimité. Le sujet se pose aussi sur les questions de budget, on a vu dans le plan de relance tous les outils que ça nous a posés dans les discussions, etc. Donc, du coup, est-ce que la France va aborder ce sujet-là dans la période ici? Merci. Et donc, on va prendre une troisième question devant, et je vois déjà 2 autres pour le tour d'après. Monsieur. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Lecouy, je suis élu local en charge de la coopération européenne en Sologne, à 20 km d'ici. Donc, ma question, puisqu'on n'a pas abordé ce sujet, et je pense que ça vous tiendra à cœur. Von der Leyen a dit que 2022 serait l'année de la jeunesse européenne. Donc, quelle place de la jeunesse sur cette présidence française de l'Union européenne? Comment vous allez parler de ce sujet? La jeunesse avait pas mal voté lors des dernières élections européennes, beaucoup moins lors des dernières élections départementales et régionales. Je le regrette. On a parlé de démocratie, d'identification par rapport au projet européen, mais pour moi, la démocratie, elle se fait aussi au local, au territorial. Donc, avec cette question de jeunesse, quelle est votre vision de l'Europe des territoires, l'Europe des ruralités, parce qu'il y a des ruralités européennes, donc à mon avis, il y a un enjeu majeur. Et une dernière question, vous avez parlé de l'Europe politique, mais finalement, face aux grandes puissances, l'Europe politique ne serait pas l'Europe d'une république fédérale européenne qui semblerait finalement indispensable pour faire face à la Chine, les États-Unis, le Brésil, etc. Je vous remercie. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu cette dernière question, mais donc il y avait en fait 3 questions en une. Il y en a qui sont habiles pour poser 3 questions en une. Donc, il y avait une question sur la jeunesse européenne, l'autre sur l'Europe des ruralités et la troisième sur l'Europe fédérale. Clément Beaune, est-ce que vous voulez donc parmi ces différentes questions en prendre une ou 2? À vous la parole. Pour être rapide sur les 2 premières qui se rejoignent un petit peu, c'est comment on fait avec l'élection présidentielle, pour faire clair. Alors, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on a déjà connu la situation. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisante, mais en 1995, et en 1995, je ne ferai pas de grandes annonces qui ne m'appartiennent pas, mais on savait que le président sortant ne se représenterait pas, ça c'était sûr. Donc on savait en tout cas qu'on changerait de président. Et en effet, comme vous le rappeliez, nous avons survécu. Bon, c'est pas ce que je souhaite comme scénario. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de continuité qui s'assure. Après, on ne fait pas 6 mois en 3 mois, à l'évidence, même si, sans rentrer dans trop de détails d'organisation, il y a beaucoup de réunions qu'on appelle informelles, qui sont en fait les réunions que les ministres organisent chacun de leur domaine, les ministres de l'Agriculture, les ministres de la Culture, les ministres de l'Éducation, etc., qu'on fait, on choisit un peu les dates, qu'on fera plutôt tôt que tard.
Donc en gros, dans les 3 premiers mois plutôt que dans les 3 derniers mois, pour être sûr de pouvoir garder l'impulsion politique. Et puis, il y a toute une série de choses qui continuent, alors évidemment avec une orientation politique, ça ne se fait pas hors sol, mais de négociations diplomatiques, présider, par exemple, quand on est ministre, moi je présiderai tous les mois un conseil des ministres des Affaires européennes, même, il y en a un qui est, je crois, le lendemain du premier tour, quoi qu'il arrive, non seulement j'ai le droit, mais j'ai l'obligation de le présider, d'aller à Bruxelles et de présider cette réunion au nom de la France. Donc, il n'y a pas de discontinuité. Après, il faut être clair, que ce soit 6 mois ou 3 mois, une présidence, c'est très très court. C'est pour ça que je disais, ce n'était pas une boutade, qu'elle a commencé le 26 septembre 2017, cette présidence, parce que si on n'avait pas injecté, je prends cet exemple parmi d'autres, la régulation des grandes plateformes numériques qui aujourd'hui s'incarnent dans 2 textes législatifs européens qui sont sur la table et qu'on va essayer de faire aboutir sous présidence française, au moins un des 2, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc la présidence, elle a commencé avant. Maintenant, la phase d'atterrissage, c'est comme si la piste d'atterrissage était 2 fois plus courte. Donc c'est un peu plus compliqué, je ne suis pas pilote, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et puis j'espère, sans faire de commentaires politiciens cet après-midi, que les choses reprendront dans les 6 dernières semaines de la présidence. On peut l'imaginer. Peut-être juste sur l'unanimité, la fiscalité, je rebondirai sur les questions de ruralité, de jeunesse, mais je vais laisser les autres parler, mais sur l'unanimité, c'est très important, parce que l'unanimité est je ne crois pas que ce soit le premier problème de l'Europe, mais c'est un des problèmes dans certains domaines, soyons clairs, notamment la fiscalité. Il y a 2 grands domaines dans lesquels il y a de l'unanimité aujourd'hui dans les politiques européennes, je ne parle pas de l'adhésion, c'est la politique étrangère et la fiscalité. En politique étrangère, c'est un vieux tabou français, pour être honnête, je pense qu'on pourrait le lever sans grand dommage, parce que je ne vois pas la France être mise en minorité sur des sujets de politique étrangère centraux. Ma crainte, c'est plutôt qu'on n'arrive pas à décider. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs que ce n'était pas la vision qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, que des pays n'hésitent pas à utiliser le droit de veto. La Hongrie en est un bon exemple d'ailleurs sur beaucoup de sujets de position européenne. Donc là aussi, la France gagnerait plutôt à ouvrir ce débat. Sur la fiscalité, c'est très clair. Le problème du passage de l'unanimité à la majorité, c'est qu'il faut l'unanimité. Et donc, il faut convaincre ceux qui bloquent de dire « vous n'aurez plus le droit de bloquer demain ». Donc, ce n'est pas tout à fait évident. Je crois que d'abord, l'unanimité n'est pas un obstacle insurmontable, mais ça nécessite juste beaucoup de pression politique. On l'a vu hier, j'espère que ce sera une étape, enfin je crois que c'est une étape décisive. L'Irlande a accepté de lever son blocage dans l'Union européenne et à l'OCDE sur l'harmonisation, enfin une convergence fiscale qui n'est pas parfaite, mais enfin qui est une vraie belle étape. Donc c'est important, mais ça a été un combat compliqué avec l'Irlande. Et ça, c'est un sujet qu'on doit traiter dans le cadre d'un exercice qu'on a peu beaucoup évoqué, je ne ferai que le mentionner, qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe. On essaye d'avoir un exercice de débat dans les 27 États membres qui aboutira, notamment avec le Parlement européen, à un certain nombre de propositions de réformes. Et je pense que dans les réformes institutionnelles, il doit y avoir, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore fait le dernier kilomètre, la levée de l'unanimité dans les dernières politiques où elle s'applique. Voilà. Merci. Sylvie Copin, vous voulez rajouter un mot ? Juste une petite incise sur la présidence française et l'élection présidentielle. Il faudrait aussi qu'il y ait un gouvernement allemand. Pour que cette présidence française, non, je me trompe. Si, ça malheureusement on ne vote pas pour lui, mais oui, je suis peut-être naïf, on verra, mais je suis assez optimiste sur le fait qu'on aura un gouvernement allemand avant le début de la présidence française, et je ne me risquerai pas un pari trop précis, mais je pense même d'ici début décembre. Merci. Peut-être sur l'Europe fédérale ou sur la jeunesse, allez-y. Oui, très bien, un mot sur la jeunesse. De façon très courte, là aussi, pour qu'on puisse prendre d'autres questions. Je réponds à la question, effectivement, Europe de la jeunesse, alors on pense toujours à Erasmus, bien sûr, mais il y a une autre dimension européenne qui me semble importante, et vous l'avez évoqué à l'instant, M. Beaune, c'est cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe dont on n'a pas parlé, mais qui vient aussi s'inviter à votre programme, où j'ai participé d'ailleurs la semaine dernière en région Centre sur ce projet très intéressant, où chacun de nous, citoyens, et les jeunes en particulier, et je crois que ça serait intéressant de voir si on a des statistiques sur l'engagement des jeunes. Alors, c'est quoi un jeune ? On pourrait sans doute discuter à perte de vue là-dessus. Bon, mais passons.
qui, chacun de nous, pouvons précisément formuler des souhaits sur ce que l'on voudrait que soit l'Europe à l'avenir. Et la date qui est proposée, c'est 2035. Hein, dans cet exercice, 2035 étant le nouveau tour de table, comme vous l'avez dit, de la présidence française. Et en espérant, typiquement, sur la question de la fiscalité, par exemple, sur la question sociale, l'inclusion de la jeunesse. Vous êtes un élu local comme moi, Comtrois, Montrichardet. Le programme Leader, évidemment, c'est extrêmement important. Alors, c'est pas les jeunes, hein, c'est la ruralité, mais la ruralité, ça implique aussi les jeunes. Donc, il y a toute cette dimension, peut-être, à diffuser, à faire connaître et à apporter précisément aux jeunes. Donc, c'est un enjeu très important. Je suis d'accord avec vous. Merci. Sylvie Bermann, sur l'Europe fédérale, ça, vous en avez entendu parler depuis 30 ans? Oui, au moins. Non, je crois que évidemment c'est un choix. Il y a des fédéralistes et puis il y a d'autres qui sont plutôt favorables à l'intergouvernemental. Et force est de constater que dans tous les pays, même quand il y avait des tendances très fédéralistes, elles sont un peu en régression. Donc l'Union européenne, c'est une entité sui generis avec des aspects qui sont fédéraux d'une certaine manière, communautaires, et puis des aspects qui restent intergouvernementaux, comme par exemple non seulement la défense européenne, avec des éléments communs, hein, avec un fonds de défense commun, mais la prise de décision, d'intervention par exemple, reste la prérogative des États, et ça serait très difficile en l'état actuel de changer les choses, puisque les Français ont une armée et qui sont prêts à déployer, mais ça veut dire qu'il y a un risque de vie ou de mort, et il ne s'est pas pris au niveau fédéral, de même qu'on a beaucoup parlé d'un siège commun de l'Union européenne au Conseil de sécurité, et c'est totalement impossible, parce que de toute façon, quelle politique défendrait-on? Il n'y a pas de politique étrangère unique, au-delà des autres problèmes que ça pose, y compris d'affaiblir l'Europe, puisqu'il n'y aurait plus qu'une représentation au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, 4 représentations. Merci. Alors, on va prendre un deuxième jeu de questions. Donc, il y a des voix, voilà. On va partir du fond. Donc, monsieur qui est tout au fond, voilà, c'est vous, oui. Donc, il n'y a pas de micro, donc parlez fort, s'il vous plaît. Levez-vous. Non, pardon, c'est la personne qui est derrière, voilà. Allez-y. Oui, c'est une dame, je suis désolé, de loin, et avec les projecteurs, je suis confus. Peut-être pouvez-vous enlever le masque pour qu'on vous entende mieux. Merci. Merci, madame. Donc, le monsieur qui s'était levé, voilà. Et peut-être aussi, enlever votre masque, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Une fois, 2 fois, ne laissez pas passer votre chance. Voilà. Madame. Ah, petite politique fiction intéressante. Eh bien, sur l'Allemagne, peut-être Sylvie, est-ce que tu veux nous apporter tes lumières sur ce gouvernement? Rapidement, si j'ai bien compris, c'est est-ce que ça peut avoir un impact sur... je crois que là... alors, peut-être Clément Beaune répondrait mieux que moi, mais de ce que je comprends, la coalition Feu Tricolore là, que vous avez décrite, SPD, Verts et libéraux, serait sans doute la meilleure pour nous. Mais il y a il y a 2 questions, je crois, qui sont très importantes. Une, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Est-ce qu'on va changer ces règles, c'est-à-dire assouplir les règles budgétaires?
Et là, si c'est le FDP qui a le ministère des Finances, ça sera compliqué, mais je crois que ça fait l'objet des négociations actuelles entre les Verts et le FDP. Donc, ils vont peut-être arriver à se mettre d'accord entre eux sur une optique d'assouplissement, enfin, il faut l'espérer. Et puis, l'autre question, c'est aussi la politique extérieure, bien sûr, et la défense, parce que les Verts sont à la fois, c'est intéressant, parce que les Verts, ils sont à la fois un peu plus audacieux sur la politique extérieure, je trouve. Ils ont des positions très intéressantes. Mais en même temps, sur la défense, je crois que ça poserait des petits problèmes avec la France, je pense, notamment sur les exportations d'armement et tout. Voilà. Bien, Clément Beaune reprendra toutes les questions tout à l'heure. Je donne la parole à Sylvie Berman sur les projets de défense plus spécifiques, et notamment le SCAF, enfin le futur avion de combat. Oui, le SCAF devait être fait dans un cadre franco-britannique et en fait c'est le Brexit qui a mis fin, donc on essaie de le faire avec l'Allemagne et avec l'Espagne, ce qu'il faut faire à tout prix. Il faut avoir le plus possible de projets de ce type dans des coopérations renforcées ad hoc et au service de l'Union européenne. Je voulais dire qu'il existait déjà quelque chose qui est très intéressant, qui est Galileo, qui est le système de GPS européen, qui est d'ailleurs plus précis que le GPS américain. Quand on a commencé les négociations avec les Américains, ils nous ont dit si vous lancez vos satellites, on les descendra. Finalement, on a réussi à le déployer, malheureusement avec beaucoup de retard, parce qu'il y a eu des désaccords entre les industriels dans les différents pays. Et évidemment, il ne faudrait pas que ça se reproduise aujourd'hui. Et si c'est la dernière prise de parole, je pense, j'avais mon collègue grec à l'époque à l'Union européenne qui disait, il y avait un proverbe qui dit grec, je ne sais pas, il dit si vous vous asseyez pour regarder l'herbe pousser, elle ne pousse pas, mais si vous revenez quelque temps après, elle a poussé. Et je crois que c'est le cas de l'Union européenne et c'est le cas de la défense européenne. Il faut être patient, simplement. Pierre-Yves Monjal, donc sur la question et s'il y avait un président de la République qui était élu, est-ce qu'il pourrait tout détricoter du fait qu'il est président de la République au moment de la présidence de l'Union européenne? Alors, on peut supposer que ce président qui serait anti-européen soit malgré tout... Ce serait peut-être une présidente. Une présidente, oui, bien sûr. Oui, effectivement. Qu'il soit pour autant légaliste. Et auquel cas, c'est le principe de la continuité de l'État, les engagements qui sont pris par un précédent gouvernement. Alors, surtout que ce sont des engagements politiques, il n'y aura pas tellement d'engagements juridiques dans l'immédiat, après ça va se faire sur un plus long terme. Bon. Juridiquement, ne peuvent pas et ne devraient pas être remis en cause. Bon, tout ça, c'est la science-fiction, hein, c'est du droit, hein, évidemment. Donc, quelle serait la capacité d'agir de ce président ou cette présidente serait élu et qui aurait un programme très anti-européen? Elle pourrait être très grande, bien entendu. Donc, on n'est jamais, évidemment, à l'abri. On parlait tout à l'heure de la Pologne. Tout ça est fragile. La démocratie est fragile. L'Union européenne est extrêmement fragile. Il faut bien comprendre cela. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'identité. C'est quoi être français? C'est quoi, enfin, être européen, plus précisément, et de l'adhésion des citoyens au projet européen, ça devient très complexe. Et on voit bien comment va se profiler, enfin de mon point de vue, hein, la campagne présidentielle à venir, elle va être très, très, très européenne, indépendamment de la présidence française de l'UE, mais sur le fond du discours. Et je pense qu'on va avoir une bipolarisation et des fractures, encore une fois, précisément sur des questions européennes. Et ça va être assez compliqué, de mon point de vue. Merci Clément Beaune. À vous le mot de la fin et peut-être justement sur cette vision politique de ce moment qui arrive et dans lequel se croisera effectivement la présidence de l'Union européenne et l'élection présidentielle avec un président actuel, on s'en souvient, qui avait fait campagne il y a 5 ans en mettant l'Europe au cœur de son projet. Juste si vous permettez un tout petit mot bien sur la défense, j'en ai pas parlé, Sylvie Berman l'a très bien expliqué, il y a des formats ad hoc qui sont tout à fait possibles, mais sur le chemin à parcourir et le chemin parcouru, je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, même si c'est frustrant, et même si d'un point de vue français c'est très frustrant, parce qu'on estime que tous les Européens devraient bien comprendre que nous avons à prendre notre destin d'Européens entre nos mains. On a quand même d'abord fait un changement conceptuel, intellectuel très fort dans les pays européens. Ce n'est pas encore la grande harmonie parfaite, mais qu'un pays comme l'Allemagne ait accepté et que nous ayons pris aussi ce risque de nous lancer, alors c'était l'effet positif, je ne sais pas, mais l'effet du Brexit en tout cas,
de nous lancer dans des programmes industriels communs qui sont une brique essentielle dans l'Europe de la défense, qu'il y ait une dizaine de pays européens aujourd'hui qui soient avec nous au Sahel, dans une force qu'on appelle Takuba, de force spéciale, une force combattante, ce n'est pas juste une organisation civile. Bon. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas l'Europe de la défense, et ce n'est pas l'Europe de la défense dont on rêve aujourd'hui, mais il y a quand même des changements très importants. Et pour reprendre une image très simple, c'est un peu comme M. Jourdain et la prose, on fait souvent de l'Europe de la défense sans le savoir. Quand vous allez, je crois que nous étions ensemble, chère Sylvie, en Estonie, un peu de temps sur un panel, quand vous dites aux Estoniens, est-ce que vous êtes pour l'Europe de la défense, ils partent en courant, en disant mais jamais de la vie, c'est contre l'OTAN, c'est contre les États-Unis, vous êtes des provocateurs, vous avez tout cassé, etc. Quand vous leur dites mais est-ce que vous voulez aller au Sahel avec nous, ils y sont. Et ils ont envoyé 100 soldats sur des missions difficiles, qui à l'échelle des forces armées estoniennes est beaucoup, et ils y sont depuis 4 ou 5 ans avec nous. Bon. Donc, si vous leur dites est-ce que vous voulez aller assurer la sécurité européenne en prenant des risques avec nous au Sahel, ils le font. Je ne dis pas que c'est le cas sur tous les théâtres et tous les sujets, mais ça existe. Donc, parfois aussi, il faut qu'on surmonte les mots sur l'Europe de la défense, parce qu'ils créent beaucoup de malentendus et de difficultés. Juste un mot très rapide sur... oui, bien sûr, il peut y avoir un président anti-européen, une présidente anti-européenne. Ça peut arriver, je veux dire, c'est la beauté et le risque de nos démocraties. C'est un choix que nous faisons collectivement. Donc tout est possible, même ce qu'on n'aime pas voir. Donc je crois que ça doit être évidemment un point d'alerte. Ça montre bien d'ailleurs que l'Europe n'est pas une construction, pour revenir à nos débats du début, imposée de l'extérieur. Quand on élit le président de la République en France, on élit, entre autres choses, la personne qui va siéger au Conseil européen. Et qui peut dire A ou B, blanc ou noir, qui peut même le quitter, ou nous faire quitter l'Union européenne, parce qu'on l'a choisi. Et on peut choisir le contraire. C'est la vie démocratique. Les Britanniques ont choisi par référendum, on peut en penser ce qu'on en veut, pour moi c'est triste, mais c'est comme ça, de quitter l'Union européenne. Donc ça veut dire, je le dis avec un peu de gravité, qu'on a aussi ça entre nos mains. Pour ceux qui pensent que l'Union européenne ne marche pas, je crois qu'on peut la réformer sans la quitter. Pour ceux qui trouvent qu'elle est globalement bénéfique, ça mérite de la défendre. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a entre nos mains. J'allais dire l'enjeu de savoir ce qui serait fait dans les 6 semaines qui suivent la fin de la présidence, sans provocation, n'est pas l'enjeu principal. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses seront lancées, etc. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce serait les 4 ans et demi qui suivent. Donc faisons attention. C'est bien sûr un choix démocratique, et c'est notre responsabilité collective. Très bien, merci beaucoup aux différents intervenants. Et merci à vous.